Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons étudier les systèmes extrapyramidaux. Le système extrapyramidal est un système moteur polysynaptique qui fait intervenir le cortex cérébral, les noyaux gris centraux et les noyaux gris du tronc cérébral. Les noyaux gris centraux établissent de nombreuses connexions entre eux, avec le cortex et avec les noyaux gris du tronc cérébral. Ces circuits sont à l'origine de l'initiation et de la programmation motrice. À partir des noyaux du tronc cérébral, deux groupes de faisceaux sont à destination spinale et règlent le tonus des muscles extenseurs, tonus de posture, et le tonus des muscles fléchisseurs, tonus d'aptitude. Nous simplifierons le sous-chapitre concernant les circuits sous-corticaux, qui sont détaillés par ailleurs en neurophysiologie. Ganglions de la base. Ce sont des noyaux gris sous-corticaux d'origine télencéphalique et diencéphalique qui contrôlent l'activité corticale, intégrés dans des boucles cortico-sous-cortico-corticales. Ils contribuent à l'initiation, la préparation, le déroulement et l'automatisation du mouvement. Ils influencent l'origine corticale, les voies descendantes vers la moelle. Le striatum. Corps strié. Archéostriatum. Complexe amygdalien appartenant au système limbique situé à la face médiane du lobe temporal, en avant de l'hippocampe. Paléostriatum. Pallidum. Globus pallidus interne et globus pallidus externe. Pallidum plus putamen égale noyau lenticulaire. Néostriatum. Putamen. Néostriatum égale putamen plus noyau codé. Même origine embryologique. Présence de ponts putamino-codés. Néostriatum ou striatum dorsal ou striatum tout simplement. Le striatum ventral correspond au noyau accumbens et certaines aires olfactives. Il est l'interface entre le système moteur et le système limbique. Le locus niger, substance noire. Il est situé entre les pédoncules cérébral en avant et le tegmentum mésencéphalique en arrière. Il est constitué de deux parties. La partie compacte, dorsale, comprenant les neurones dopaminergiques. La partie réticulaire, ventrale, comprenant les neurones GABAergiques. Le noyau subthalamique ou le noyau sous-thalamique ou encore le corps de Lewis, situé sous le thalamus. Il contient des neurones glutamatergiques. Schéma général du système extrapyramidal. Si la voie directe est activée, elle désinhibe le thalamus et renforce l'activité corticale. Quand deux neurones inhibiteurs font synapse, le premier inhibe l'action inhibitrice du second, et donc la cible est désinhibée. Si la voie indirecte est activée, le noyau subthalamique est désinhibé et il renforce donc l'inhibition du thalamus par le globus pallidus interne. Donc, il y a une réduction de l'activité corticale. La boucle nigrostriée. Il y a renforcement de l'activité corticale. Dopamine par activation de la voie directe et inhibition de la voie indirecte.
et un feedback inhibiteur, GABA du néostriatum sur le locus niger ou la substance noire. Les circuits cortico-sous-corticaux interviennent dans l'initiation de la motricité en relation avec le cortex préfrontal, l'aire associative antérieure, dans la préparation des mouvements, aire motrice supplémentaire, dans le déroulement du mouvement, cortex moteur, dans la programmation motrice qui se fait en fonction de représentations internes, à partir de schémas mémorisés, cortex associatif postérieur, en lien avec le système limbique dans les motivations comportementales, à la base de l'apprentissage. Donc, il y a une réutilisation de programmes moteurs stockés en mémoire. Ces circuits sont aussi mis en jeu dans l'oculomotricité lors de la fixation du regard et des mouvements oculaires rapides. Saccades. Exemple. Marcher dans la rue en regardant les vitrines et en parlant à son voisin de route. Écrire en écoutant un cours. Jouer du piano en lisant une partition. Marcher, écrire, parler, etc. sont des activités motrices automatisées, conscientes. Jouer du piano suppose le stockage de programmes moteurs mémorisés. De même, lors de l'apprentissage d'un sport, ces programmes sont réutilisés de façon automatisée, mais ils peuvent être modifiés volontairement. Éviter un obstacle lors de la promenade en ville, etc. Application. Les syndromes extrapyramidaux. Le syndrome parkinsonien, surtout dans la maladie de Parkinson, par atteinte du locus niger, la substance noire. Il y a une carence en dopamine qui provoque une hyperactivité du globus pallidus interne et la prénation accrue du thalamus moteur. Triade classique. Akinésie, hypertonie plastique, tremblement. Le balisme, par atteinte du noyau subthalamique. Mouvements anormaux. Hypotonie. La chorée, comme dans la maladie de Huntington, par lésion du noyau codé. Mouvements anormaux. Hypotonie. Démence progressive. À côté de ces circuits cortico-sous-corticaux qui modulent l'activité du cortex, et donc le système cortico-spinal, le pallidum donne des afférences à la partie réticulaire du locus niger, et l'ensemble de ces deux noyaux donne des afférences à des structures segmentaires du tronc cérébral, formation réticulée, noyau tecto et noyau rouge. À partir de ces noyaux du tronc cérébral, des voies à destination spinale vont jouer un rôle dans l'adaptation du tonus postural et dans la motricité des membres. Au niveau spinal, les voies descendantes extrapyramidales viennent de formations suprasegmentaires du tronc cérébral. Au niveau du tronc cérébral, le faisceau rubrospinal, il provient du noyau rouge, noyau situé à la partie supérieure du mésencéphale, dans la partie antérieure du tegmentum. Ces afférences sont surtout cérébelleuses et proviennent aussi des ganglions de la base. Le faisceau est croisé dès son origine par la commissure antérieure de Forel. Il descend dans le tronc cérébral. Le faisceau tectospinal. Il vient des noyaux tectaux.
colliculi supérieurs et inférieurs, situés au niveau du tectum mésencéphalique, qui reçoivent les afférences visuelles et auditives. Ce sont de véritables noyaux relais entre les informations sensorielles et les voies motrices extra-pyramidales. Le faisceau est croisé dès son origine. Il descend dans le tronc cérébral en position médiale, dans le même axe sagittal que le faisceau pyramidal. Les faisceaux vestibulo-spinaux. Ils viennent des noyaux vestibulaires effecteurs. Le faisceau olivo-spinal. Il vient de l'olive inférieure, bulbaire. L'olive bulbaire, en relation avec le cervelet, est impliqué dans la régulation temporo-spatiale du mouvement global. Les faisceaux réticulo-spinaux. Le faisceau réticulo-spinal d'origine pontique. Le faisceau réticulo-spinal d'origine bulbaire. Au niveau de la moelle, les afférences suprasegmentaires extra-pyramidales s'organisent au niveau médullaire en deux contingents. Le contingent ventromédial, faisceau longitudinal médial de la moelle. Il comprend le faisceau vestibulo-spinaux, le faisceau réticulo-spinal d'origine pontique, le faisceau olivo-spinal, le faisceau tecto-spinal. Ces deux derniers faisceaux ne dépassent pas le niveau de la moelle cervicale. Ces faisceaux se terminent de manière bilatérale sur les parties médiales de la zone intermédiaire de la moelle, par l'intermédiaire des interneurones de la zone intermédiaire de la moelle. Ils ont une action facilitatrice sur les motoneurones des muscles extenseurs du rachis et des membres. Le faisceau tecto-spinal intervient dans le contrôle des muscles cervicaux lors d'un stimulus visuel ou auditif. Ils permettent le contrôle du tonus postural, antigravidique, donc le maintien de l'équilibre. Le contingent dorsolatéral. Il comprend le faisceau rubrospinal, le faisceau réticulo-spinal d'origine bulbaire. Ces faisceaux se terminent sur la partie latérale de la zone intermédiaire de la moelle, par l'intermédiaire des interneurones de la zone intermédiaire de la moelle. Ils ont une action facilitatrice sur les motoneurones des muscles fléchisseurs. Le faisceau rubrospinal sollicite surtout les fléchisseurs des segments proximaux distaux des membres supérieurs ou thoraciques, au niveau des noyaux latéraux de l'expansion ventrale. Le faisceau réticulo-spinal d'origine bulbaire a une influence inhibitrice sur les extenseurs. Ces faisceaux permettent le contrôle du tonus d'attitude. Ainsi, ces deux contingents associés au contingent pyramidal permettent la réalisation du geste, mais également le contrôle du tonus postural et le contrôle du tonus d'attitude, qui sont des conditions indispensables à la réalisation du geste. Aucun geste finalisé ne peut avoir lieu sans maintien de l'équilibre. Exemple. Sauter dans un ballon. Il faut maintenir son équilibre pendant une fraction de temps. Le joueur étant en appui unipodal doit verrouiller ses articulations de hanches, genoux, etc. Peindre un tableau. Il faut maintenir son équilibre en posture debout. Il faut verrouiller les articulations scapulo-humérales et du coude pour fixer son attitude, alors que la main réalise les gestes fins.
Pour plus d'informations, je vous conseille la bibliographie suivante. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.